Bonjour à toutes et à tous, c'est Akla Manchier, bienvenue pour la deuxième partie de cette review de l'année 1995 chez WWF. Lors de la précédente vidéo, on s'était arrêté au King... non, on s'était arrêté après In Your House 1, premier du nom, donc on va enchaîner. Enchaîne direct, hein, on perd pas trop de temps pour éviter de faire pas trop long. Pour éviter de faire trop long, pardon. Alors, peu de temps après In Your House 1, il y a quelque chose qui est très connu. Vince McMahon amène tout son roster à la Titan Tower pour montrer un peu tous les gens qui y travaillent et pour leur annoncer pour la première fois l'état de la compagnie. À savoir qu'en 1994, WWF a perdu 3,8 millions de dollars et que si il, donc Vince McMahon s'inclut dedans, lui plus les catcheurs, ne redressait pas la barre, cette année ce sera encore pire. Donc voilà, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans la compagnie cette fois, après leur avoir caché le fait que la compagnie perdait de l'argent. Et je leur annonce et puis on essaye de marcher tous ensemble et de redresser la barre tous ensemble. Voilà, dans une tentative de garder les troupes en rang, hein. Tentative un peu désespérée. Et lors de cette fameuse virée, hein, la Titan Tower, c'est également à ce moment-là que Bam Bigelow va tuer sa carrière chez WWF. Parce que Vince McMahon demande, il s'est dit c'est le moment en fait de si quelqu'un a des choses à dire, si quelqu'un n'est pas content au sujet de n'importe quel sujet justement, c'est le moment d'en parler. Et Bam Bigelow va décider de prendre la parole et dire que lors de la dernière tournée européenne, il n'a pas trouvé ça normal que Kevin Nash, Shawn Michaels et Scott Hall, qui travaillaient les uns contre les autres, et qu'ils ne se cachaient pas en sortant des arènes pour partir ensemble et traîner ensemble. Bam Bigelow trouvait pas ça normal. Donc dans la tenue du kayfabe, les heels, les face pas ensemble. Shawn Michaels, comme d'hab, s'est énervé. Il a insulté Bigelow dans tout le monde. Il a dit ouais, écoute mec, je me casse le cul 350 jours par an pour ce business, donc tu vas pas me dire avec qui je dois traîner en plus. Donc voilà, Shawn Michaels toujours très professionnel. Scott Hall un peu plus nuancé, qui va répondre un truc du genre. Alors c'est quoi qu'il dit? Je crois qu'il dit un truc du genre mec. euh, Ces mecs-là nous ont suivis pendant les 14 jours de tournée et ils ont vu le même match absolument tous les soirs. Donc je pense que ces mecs-là, ils connaissent le business. Donc on n'a pas besoin de se cacher spécialement de ces gars-là. Ils savent comment ça fonctionne. Donc voilà, Scott Hall un peu plus nuancé. Et Bam Bigelow, j'aime bien sa démarche, mais le problème pour lui déjà, c'est qu'il fait ça contre la clique, qui a beaucoup d'influence. Et deuxièmement, Vince McMahon, ton patron, il s'en bat les couilles du kayfabe. Ça a été le premier mec du business à dire explicitement que c'est pas pour du vrai, c'est pas pour de vrai le catch. Donc forcément lui dire que pour l'intégrité du kayfabe, ce serait bien que machin, Vince McMahon il en a rien à foutre. Petite anecdote, au passage ça me fait penser à une anecdote. Au Japon, donc ça n'a rien à voir, Stan Hansen, lors d'une tournée avec All Japan, alors il a fait une tournée chez All Japan, et faut savoir que les lutteurs, lors des tournées, voyageaient dans un très grand bus, sauf Giant Baba qui était propriétaire, qui voyageait à part. Alors je sais plus si c'est dans une voiture ou un van ou un minibus, bref, il voyageait à part. Il voyageait avec quelques lutteurs. Je crois qu'il y a Jumbo Tsuruta avec lui. Et il doit y avoir quelques autres lutteurs et ou officiels. Et à la fin de cette tournée, Stan Hansen avait dit à Giant Baba que pour l'intégrité du kayfabe, ce serait bien que les mecs voyagent pas ensemble, les heels et les face, parce qu'à la fin du show, quand il y a certains fans qui attendaient pour des autographes ou des trucs comme ça, ils voyaient tout le monde monter dans le même bus. Ils voyaient un groupe de 3 face monter dans le bus, ensuite il y avait un heel qui montait, et puis ensuite il y avait 2 autres heels, un face, voilà, tout le monde montait dans le même bus sans que ça cause de problème. Et du coup, il en avait parlé à Giant Baba, et sur la tournée suivante, Stan Hansen raconte que quand il est arrivé, à partir de ce moment-là, il y avait 2 bus pour voyager. Il y avait un bus pour les heels, un bus pour les face. Donc généralement à cette époque-là, chez All Japan, les face étaient les gaijin. Les heels, pardon, c'était les gaijin. Et les face, c'était les japonais. Sauf certaines exceptions. Mais le gros du truc, c'était ça. Et donc, du coup, voilà. Giant Baba, il y a un de ses lutteurs qui lui fait une réflexion.
il y pense, il dit bah ouais, pour le business, ça serait une bonne idée, donc je mets le truc en place. Vince McMahon, lui, alors je dis pas que pour les autres sujets, si c'est des bonnes idées, il allait pas les mettre en place, mais là, pour ce qui touche au kayfabe, ouais, il en a un peu rien à foutre. Donc voilà. Pour la petite anecdote, parenthèse Japon, je pense que ce sera la seule. JJ Dillon aussi a annoncé la plus mauvaise nouvelle de la journée au roster, c'est la mise en place de la wildness policy de l'époque, qui était contre les stéroïdes, les drogues par prescription. Donc je sais pas trop ce que c'est les drogues prescrites par les médecins, tout ça, ou les fausses ordonnances, les machins, tout comme ça, et les drogues récréatives, notamment la marijuana, la marijuana, si tu te faisais prendre pour ça, tu avais 6 semaines de suspension. Donc à l'époque, 6 semaines de suspension, tu viens pas bosser, t'es pas payé, fatalement. Donc pour éviter qu'il y ait d'autres scandales pour la compagnie qui a beaucoup souffert lors des précédentes années de tout le battage médiatique, donc pas besoin d'en rajouter, on évite un max, donc voilà. On évite un max tous ces trucs là. Tom Pritchard raconte que le locker room était très tendu à cause de cette nouvelle organisation. Hormis les top stars, parce que même s'ils se faisaient prendre, eux ne seraient pas suspendus pendant 6 semaines. Effectivement, si c'était Bret Hart, c'était l'Undertaker, c'était Kevin Nash, Scott Hall, Shawn Michaels, si tu te fais prendre pour marijuana, tu vas pas te faire suspendre pendant 6 semaines. Déjà que la compagnie est en grande difficulté financière, Vince McMahon l'a annoncé lui-même durant cette journée-là. C'est pas parce que c'est pas en suspendant, tes plus grosses stars que tu vas te faire plus d'argent. Bien au contraire. Donc forcément, les top stars étaient protégés de par le contexte économique. Voilà. Pritchard a aussi déclaré qu'il n'était pas testé pendant les tournées européennes et que, allez écouter des anecdotes sur ce qui se passait en tournée européenne, c'est très très folklore et ça se défonçait à max. Il y a aussi des anecdotes sur les lutteurs qui tentaient des stratagèmes pour pas se faire tester. Aux États-Unis, il y a le Kid par exemple qui a une fois fait semblant de s'évanouir dans les vestiaires pour pas aller se faire tester. Il y a Sid qui se baladait avec de l'urine de quelqu'un d'autre, mais lui a été pris par contre. Et il y a une autre anecdote, alors là j'ai pas noté c'était avec qui c'était, mais il y a un catcheur qui se baladait avec un faux sexe avec lui. Voilà, avec une poche certainement pour pisser dans un flacon. Donc voilà, plein d'anecdotes dans cette période-là qui sont très croustillantes. Au mois de juin de cette année, donc avant qu'on parle du King of the Ring, Vince McMahon a tenté de renégocier un deal avec NBC pour le retour de Saturday Night's Main Event, un show télé qui n'était plus depuis plusieurs années. Un show qui a eu lieu, un one-shot sur NBC, qui n'a pas été prolongé. Alors, est-ce que c'est à cause des audiences? Est-ce que c'est à cause des démos, comme on dit maintenant, enfin, dont on parle beaucoup maintenant, dont on ne parlait pas du tout à l'époque, enfin, dont on n'entendait pas parler. Donc, pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été prolongé, mais sur NBC, quelques semaines plus tard, lors d'un match des Magic d'Orlando contre les Indiana Pacers, Hulk Hogan et Jimmy Hart étaient dans la salle et ont été montrés plusieurs fois à l'écran. Et les spectateurs du match, en voyant Hulk Hogan à l'écran, ont beaucoup réagi. Et face à ce coup de pub de Hulk Hogan qui était chez la concurrence, WWF, le lendemain à Raw, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré un clip pour montrer aux gens ou rappeler aux gens que Yokozuna avait battu Hulk Hogan lors de son dernier match chez WWF 2 ans plus tôt, King of the Ring 93. Donc je trouvais cette anecdote très, très cool. Pour montrer un peu à quel point c'était la guéguerre, à quel point Vince McMahon voulait toujours avoir le dernier mot. Dans cette période-là, c'est aussi tout ce qui est au mois de juin, c'est juin-juillet, c'est la période, surtout juin, où on décide des nouvelles grilles des chaînes de télé. Et à cette époque-là, Ted Turner, le président le propriétaire plutôt de WCW, a convoqué Eric Bischoff, celui qu'il a nommé en tant que directeur, en tant que président de WCW, Eric Bischoff, qui gérait donc la compagnie avec l'aide de plein de personnes, et qui ont réussi à dégoter un deal en Chine pour étendre la popularité
de WCW à l'étranger. Après s'être mis à produire des pay-per-view tous les mois, on s'attaque au marché international. Et Ted Turner convoque Eric Bischoff dans son bureau. Et Eric Bischoff pensait que c'était pour parler du deal en Chine, et du coup il avait préparé son truc. D'après lui, il était prêt à répondre à n'importe quelle question concernant le deal télé. Et c'est cette fameuse anecdote où Ted Turner demande à Eric Bischoff qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir concurrencer WWF et Vince McMahon. Et Eric Bischoff a pris de court pour pas passer pour un con et à réfléchir ou à dire je sais pas. Il lui a sorti il nous faut 2 heures le lundi soir. Et cette fameuse scène où a priori d'après ce qu'on raconte, Ted Turner s'est tourné vers Sasa, vers Scott Sasa, pour lui dire donne 2 heures le lundi soir à Eric. Voilà, ce qui a pris de court Eric Bischoff. A priori, c'est ce qu'il a raconté depuis plusieurs années. Donc voilà. Ensuite, on a le King of the Ring. Alors le King of the Ring, moi je trouve ça intéressant. Alors pas parce que c'est un bon show, très loin de là, c'est un très très mauvais show. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la mauvaise pub qu'on en fait. Parce qu'on entend souvent que le King of the Ring, King of the Ring 95, c'est l'incarnation de tout ce qui ne va pas dans la compagnie, etc. etc. Alors, pour parler de la carte rapidement, dans le pré-show, Savio Vega va battre IRS dans un match de qualification pour prendre le dernier spot suite au retrait de Razor Ramon pour blessure. Voilà, match pas spécialement bon. Savio Vega va ensuite ouvrir le show en battant Yokozuna par des comptes extérieurs. Pas bon match. Le Roddy va battre Bob Holly dans un match de 7 minutes. J'ai aucun souvenir de ce match. Kama va battre Shawn Michaels dans un time limit. Non, Kama va faire match nul avec Shawn Michaels dans un time limit draw de 15 minutes. Voilà, pas spécialement bon. Mabel va battre l'Undertaker, c'est pas bon. Savio Vega va battre le Roddy, c'est pas bon. Bret Hart va battre Jerry Lawler, c'est pas bon. Mabel va battre Savio Vega, c'est pas bon. Et Bama Bigelow va battre Bama Bigelow en équipe avec Sid va battre Sid et Tatanka dans un match plutôt bon. Il y a quand même un match à sauver. Même si c'est pas un grand match, attention. Alors, je vous ai mis le bracket du tournoi. Du tournoi qui a lieu durant le pay-per-view. Il y a les matchs de qualification, mais ça, on parle. On va parler un peu du truc. Mabel contre l'Undertaker. Pourquoi ce match Pour faire une shock value, pour montrer que Mabel c'est un gros monstre et pour montrer qu'il est tellement fort qu'il arrive à battre l'Undertaker clean. Et pas un Undertaker fatigué qui serait arrivé en finale. Même si bon, l'Undertaker il est mort, donc il n'est pas censé être fatigué. Kama Shawn Michaels, je vois pas pourquoi ce match il est là, parce que Shawn Michaels il avait clairement pas de jobé, donc je vois pas pourquoi tu le mets dans le tournoi, parce que alors c'est pour le finir, bonus de pay-per-view, hein, faut pas se leurrer, mais si tu le mets du côté de Mabel, ton gros monstre heel, il passe un match, donc c'est moins huge de le voir gagner. Et si tu le mets de l'autre côté, ton favori de la foule, Savio Vega, c'est lui qui bénéficie du bail, et donc c'est moins huge de voir ton underdog arriver en finale. Donc que tu mettes un match nul en haut ou en bas du tableau, ça sert à rien. Donc fallait pas mettre ce match là. Ensuite tu as Bob Holly contre le Roddy. Ok. Et tu as Yokozuna contre Savio Vega. Donc Savio Vega il remplace Scott Hall parce que Scott Hall il est blessé aux côtes. Il faut savoir que était prévu pour gagner le tournoi, mais il a fait faux bond au dernier moment. Dr. Death, Steve Williams, qui au final a refusé parce que son agenda était bien plus allégé chez All Japan et il gagnait bien sa vie là-bas. Il n'était pas contre aller chez WWF, mais quand il a vu l'emploi du temps surchargé et qu'il ne gagnerait pas spécialement autant d'argent, il n'a pas donné suite. Mais il est intéressé. Il y viendra quelques années plus tard. Mais ça a failli se faire en 95, il faut le savoir. Et grand ami de Jim Ross, et Jim Ross voulait l'arrivée de Steve Williams, le faire gagner le tournoi King of the Ring pour ses débuts et le faire affronter Kevin Nash à SummerSlam. J'aurais été très curieux de voir ça. Mais voilà, donc ta finale c'était censé être Steve Williams contre Razor Ramon. Donc forcément ton tournoi il aura eu une bien autre gueule. Mais de toute façon il y aurait eu mieux à faire quand même.
Parce que, voilà, si tu prends ce truc-là, déjà, moi, Shawn Michaels, je le vire. Je le vire, je le mets en main event, au lieu d'avoir un 2 contre 2, t'as un 3 contre 3, parce que Shawn Michaels, il revient de blessure. Et alors, il est contre un gars de la Million Dollar Corporation, mais tu peux le mettre directement contre la Million Dollar Corporation en main event, avec Kevin Nash, enfin, avec Diesel et Bam Bigelow, et faire un 2 contre 2, tu fais un 3 contre 3 en main event. Donc, tu aurais d'un côté Michaels, Diesel et Bigelow contre Tatanka, Sid et IRS ou Kama. Et déjà, ton main event, il perd pas de gueule et il va gagner du work rate. Donc, je pense que ça aurait été une meilleure idée. Donc voilà. Donc Mabel Undertaker, si tu voulais le laisser, tu pouvais le laisser. Là, sur ce match-là, le quart de finale, pourquoi pas avoir eu le fameux Bulldog Owen Hart, rajouter du work rate au tournoi. Bob Holly contre le Roddy, bah, je pense que ça aurait été mieux d'avoir Bob Holly gagner. Mais bon, a priori, même si ça change pas grand chose. Et Yokozuna Savio Vega, tu fais gagner Savio Vega pour avoir un underdog. Mais je pense que le rôle de l'underdog, ça aurait été mieux avec Bob Holly, qui était déjà plus populaire que Savio Vega. Donc tu switch Bob Holly avec Savio Vega. Savio Vega il perd contre le Roddy, bah pas de chance, hein, c'est pas grave. Et Bob Holly il fait son parcours, il bat Yokozuna, ou non, il bat le Roddy au premier tour. Ensuite tu te dis putain, il va perdre contre Yoko en demi-finale. Au final, il arrive à battre Yoko et il va perdre en finale à la place de Savio Vega. Il est plus populaire, Bob Holly, donc ça aurait mieux marché. Mais voilà, si t'avais eu Steve Williams et Scott Hall comme c'était prévu, ben, ton tournoi il aurait eu une bien autre gueule. Là, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, ils l'ont mal fait, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Avec ce qu'ils ont. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, pardon. Parce que tu prends le tournoi qui aurait dû avoir lieu. Euh, bon, Mabel, où est-ce que tu le fous? Tu mets Steve Williams contre Undertaker au premier tour. Victoire de Steve Williams, il n'y a pas de mal. En deuxième match, tu mets Mabel, ton gros monstre heel, contre Lex Luger, qui est pas du tout sur la carte. Le match nul entre Owen Hart et le Bulldog, je comprends que c'est pour laisser la place à d'autres gens. Mais là, contre Mabel, t'es censé mettre un face quand même. Donc tu mets Luger. Ensuite, tu gardes Bob Holly le Roddy et tu mets. Non, tu fais Bob Holly contre Yokozuna et tu fais tout en bas le Roddy contre Scott Hall. Donc, Steve Williams Undertaker, ça a plus de gueule que Mabel Undertaker. Mabel contre Lex Luger, ça aurait sûrement été moins bien que Kama Shawn Michaels, même si c'était déjà pas terrible. En troisième match, Bob Holly Yokozuna. Je pense que on aurait pu avoir un bon match avec Bob Holly quand même. Et tout en bas, le Roddy contre Scott Hall. On aura eu un squash. Voilà, pour mettre un Scott Hall fort. En demi-finale, Steve Williams contre Mabel. Ça aurait été mieux que Steve Williams. Steve Williams contre Luger. Ça aurait été mieux que Mabel contre personne. Et en deuxième demi-finale, Yokozuna contre Scott Hall. Ça aurait été mieux que le Roddy contre Savio Vega. Et ensuite, ta finale, Mabel Savio Vega, ça boxe pas du tout dans la même catégorie que Steve Williams, Scott Hall. Ça avait de la gueule. Mais voilà, le fait est que ça n'a pas pu arriver. Donc c'est dommage. Et voilà, on pointe ce tournoi comme le plus mauvais de tous les temps, mais voilà, c'est pas un tournoi qui était prévu pour se passer comme ça. Donc voilà, c'est juste pour dire. A noter que ce King of the Ring, c'est le 37e pay-per-view de WWF. In Your House compris. Et c'est le plus petit buy rate de tous les pay-per-views jusque-là. 150 000 achats. Moins que In Your House. Et en comparaison, 3 semaines plus tard, l'UFC numéro 6 va générer 240 000 achats en pay-per-view. C'est 90 000 de plus que WWF. Donc c'est énorme. Ensuite, on va voir les débuts de Sony chez WWF. Donc Sony, je pourrais en parler plus tard. Elle va avoir un rôle dans la relation qui va s'effriter entre Shawn Michaels et Bret Hart, qui étaient de grands amis. Mais voilà, là, en gros, surtout, elle va arriver avec
son mari ou son petit ami, je sais pas, Chris Candido, qui va avoir la gimmick de Skip. Donc les deux, ça va être des gourous de fitness. Ça va pas être terrible. Mais voilà, c'est surtout backstage que ça va faire beaucoup d'histoire. Sunny qui va se laisser draguer, qui va être très ouverte à beaucoup de propositions des garçons, qui va tromper Candido avec pas mal de mecs a priori, notamment Shawn Michaels. Et Candido va passer pour un con parce que, bah, bon, déjà aux yeux des autres, tu te fais faire cocu, donc tu passes pour un con. C'est tellement gros, le comportement de Sunny est tellement gros que aux yeux de tous les autres, a priori, c'était pas possible que Candido soit pas au courant, mais il agissait comme s'il n'était pas au courant. Donc ça aussi, ça le faisait passer pour un con aux yeux des autres. Il défendait Sunny. Alors les autres avaient des commentaires assez peu élogieux sur Sunny et son mode de vie, on va dire. Et Candido montait au créneau très souvent de manière très virulente. Et ce qui le faisait passer aussi pour un con aux yeux des autres, c'est que il défendait Sunny bête et ongle, comme si c'était Mère Teresa, c'était la femme la plus vertueuse du monde, alors que aux yeux des autres, c'était un peu une salope. Voilà. Donc après, moi, je juge pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà, c'est ce contraste entre ce qu'était Sunny et la manière dont la percevait Candido. C'était ça qui faisait un peu passer Candido pour un con. Sunny qui était la cible aussi de beaucoup de blagues de mauvais goût, parce que alors les boys faisaient beaucoup de blagues entre eux. C'était une tradition depuis très très longtemps, dans les vestiaires, sur la route, etc. Et Sunny était très bonne cliente, dans le sens où quand tu fais une blague, le meilleur d'une blague, c'est de voir la réaction de la personne à qui tu fais la blague. Et Sunny avait tendance à s'emporter, à taper des crises dans tous les sens, et ça faisait beaucoup rire les catcheurs, et donc du coup elle était la cible de pas mal de blagues. L'une des plus connues, c'est celle où elle s'est fait chier dans son sac. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Sean Waltman. C'est peut-être pas lui, mais de mémoire, il me semble que c'est lui. Où elle a tapé un gros scandale, voilà, a hurlé partout. Ce que je comprends, hein, très, très clairement. Mais a priori, quand tu avais ce genre de blague, je crois que c'est Alundra Blaze qui racontait ça, c'est qu'il fallait ne rien laisser transparaître. Tu te rends compte de la blague, je sais pas, tu t'es fait chier dans ton sac, tu le découvres en l'ouvrant. Il faut garder le visage le plus neutre possible pour éviter que les autres puissent en rire et soient tentés de recommencer pour revoir une de tes fameuses réactions, une de tes fameuses fois où tu t'emportes. Voilà. Donc l'arrivée de Sunny qui va animer les vestiaires. On passe au mois de juillet où a lieu le deuxième In Your House. Donc qu'est-ce qu'on a au deuxième In Your House? Skip qui va Aldo Montoya dans le pré-show. Le Roddy qui va le One-Two Kid, j'ai pas de souvenir de ce match-là. Men on a Mission qui continue la rivalité avec Razor Ramon et Savio Vega et qui vont les battre en 10 minutes. J'ai pas de souvenir de ce match-là, mais ça doit être nul. Bam Bigelow qui va battre Henry Godwin. Donc voilà, Bam Bigelow, main event de WrestleMania. Il ouvre sa gueule contre qui il faut pas. Il finit son programme quelques semaines après avec Kevin Nash. Il fait équipe avec lui dans le main event de In Your House, dans le main event de King of the Ring. Et au pay-per-view suivant, alors il est déjà au pay-per-view, c'est déjà pas mal, mais mid-card. Henry Godwin. Des push forts. En fin d'année, il est plus là, hein, Baba Miguelo. D'ailleurs, il sera pas à SummerSlam. Il main event WrestleMania, il est pas à SummerSlam. Je sais pas si c'est déjà arrivé ça. Je pense que c'est jamais arrivé. Hormis blessure, je pense que c'est jamais arrivé un truc comme ça. Shawn Michaels va battre Jeff Jarrett dans un des meilleurs matchs de l'année pour le championnat intercontinental chez Jeff Jarrett. Je sais plus où c'est chez Jeff Jarrett, mais voilà, un excellent combat. Owen Hart et Yokozuna vont battre les Allied Powers pour les titres par équipe en 10 minutes contre le British Bulldog et Lex Luger, donc. Voilà, et Diesel en main event qui va battre Sid dans un Lumberjack match de 10 minutes. A priori, le Lumberjack match, c'était pour protéger Nash qui s'était blessé au biceps ou au triceps, je sais plus. Mais voilà, donc raison pour laquelle on a dû habiller ce match et pour laquelle c'est pas terrible.
Euh, on comptait sur ce show-là pour euh, faire une... comment dire? Les In Your House, on mettait pas toutes les grosses stars, donc c'était l'une des raisons pour lesquelles WWF s'était dit que la tendance lors du premier In Your House 1 était pas très très grande. Donc ils se sont dit, pour pousser les gens à venir, euh, on va promouvoir Bret Hart et l'Undertaker. La seule manière de les voir, ce sera de venir à l'arène parce qu'ils ne seront pas sur le pay-per-view. Donc Bret Hart, dans un dark match, va battre Jean-Pierre Lafitte et l'Undertaker va battre Kama dans un match du cercueil. Résultat de ce In Your House 2, est-ce que les gens sont venus voir le show ben, pas tant que ça, parce qu'il n'y a que 6400 personnes dans la salle. Et le pay-per-view a été vendu à moitié prix, quasiment, à moitié prix du moitié prix, c'est-à-dire 14,95$. Et il ne va générer que 150 000 achats, donc nouveau record de faiblesse en termes de vente de pay-per-view. Donc c'est vraiment un signe que ça va de moins en moins bien pour WWF. Ensuite, il y a Shane Douglas qui va arriver, qui va incarner le rôle d'un professeur ou d'un mec de fac. Est-ce que c'est un prof? Je crois que c'est un prof. Lui, il n'était pas chaud pour aller chez WWF, pas spécialement. Il gagnait bien sa vie chez ECW, il avait un calendrier très très allégé. Mais Vince McMahon lui a promis une masse de fortune, voilà, une énorme fortune, voilà, qui serait plein d'argent. Donc il s'est laissé convaincre et au final, ça l'a pas fait du tout. Alors s'il n'était pas du tout content pour son utilisation, de son gimmick, de son utilisation, des problèmes qu'il avait backstage avec la clique et de sa paye. Parce que alors, selon Shane Douglas, alors ça c'est quelque chose qui me met sur le cul, je sais pas si c'est vrai, ça m'étonnerait que ce soit vrai, mais si jamais c'est vrai, c'est incroyable. D'après Shane Douglas, son salaire WWF, une fois les frais de déplacement, les taxes et les frais et les autres frais, voilà, j'ai pas noté les autres frais, mais une fois tous les frais et les taxes passés, ça lui faisait un salaire de 1400$ par mois. Et ces 1400$ par mois, ça équivalait à ce qu'il gagnait en une semaine chez ECW. Parce que chez ECW, il était payé à l'apparence et il avait un pourcentage sur les marchandises qu'il vendait, sur ses t-shirts. Et donc, il se faisait en une semaine chez ECW son salaire de un mois chez WWF. Alors ça, c'est selon Shane Douglas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est quand même un truc incroyable. Ensuite, Pat Patterson va quitter WWF en août pour se reposer un petit peu. Et Jim Ross va suggérer pour le remplacer Bill Watts, qui est l'ancien boss et mentor de Jim Ross chez WCW. Donc Bill Watts, grand booker, entre autres. Hein. Il a fait plein de choses dans le catch. Pas très populaire, notamment pour quelques petits trucs qu'il imposait à ses rosters, notamment chez WCW. Il n'était pas populaire pour quelques raisons. Il avait retiré les tapis à l'extérieur du ring, parce qu'il trouvait que ça faisait pas assez homme. Voilà. Il avait interdit les jeux de cartes backstage, qui est une grande tradition des catcheurs, parce qu'il voulait que les catcheurs soient focus sur le show. Il avait interdit de voyager, il avait interdit les face et les heels de voyager ensemble, pardon. Et il imposait à son roster de rester jusqu'à la fin du show. Si t'es en dark match, enfin si t'es dans un match de pré-show, en opener ou en milieu de carte, tu peux pas partir tant que le main event il est pas terminé. Et il mettait des amendes pour les retards. Il convoquait les catcheurs plusieurs heures avant le début des shows, entre 2 et 3 heures généralement avant le début du show. Si t'arrivais en retard, si le show commençait dans 1h30 et que tu devais arriver au plus tard 2 heures avant le show, tu avais une amende. Donc c'est quelques raisons qui faisaient que Bill Watts n'était pas très apprécié par les catcheurs généralement. Il a été aussi recruté pour remettre un peu de l'ordre dans la compagnie. Quelques décisions de Bill Watts. Ce qui reste le plus, c'est ce fameux main event à Raw en fin d'année où Diesel, Michaels et l'Undertaker font équipe contre le Clan Cornette
où ils se font casser la gueule à la fin du show à 5 contre 3 contre Yokozuna, le Bulldog Owen Hart, Mabel et Shane Douglas. Voilà, un digne de glace pour son gimmick chez WWF. Il trouvait qu'il n'y avait pas assez de heal dans la compagnie, enfin surtout en top en haut des cartes. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de tourner le British Bulldog heel pour son meilleur règne, son meilleur run, je pense, chez WWF de toutes les années 90. Enfin non, depuis l'année 92, je pense. Bah ouais, parce que 93 il est pas là. Les heels gagnent clean plus souvent. Parce que généralement chez WWF à cette époque-là, c'est aussi souvent le cas aujourd'hui. Un face, un heel, mid-carder, upper mid-carder au main event, s'ils sont au même niveau, généralement le heel ne peut pas gagner s'il n'y a pas une crasse ou une couille quelque part. S'il n'y a pas une triche, une couille, une distraction, le heel ne peut pas gagner clean. Les heels ne gagnent clean que contre quelqu'un qui est moins haut dans les cartes. Un mid-carder contre un lower mid-carder, un main eventer heel peut battre un face s'il est mid-carder. Mais voilà, Bill Watts a instauré ce truc que les heels gagnent clean plus souvent. C'était a priori un très grand pro pour les tapings aussi, parce que Raw était enregistré, parfois on a enregistré plusieurs Raw le même jour, pour ensuite pour réduire les coûts de production. Et des fois, Vince McMahon restait a priori jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, parce il avait comme point d'orgue pour comment dire, une fois les tapings terminés, voilà, je vais y arriver, il avait instauré une politique de mon bureau est ouvert, ma porte est ouverte, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez venir. Et il mettait un point d'honneur, voilà, je vais y arriver, à recevoir tout le monde pour quelques problèmes que ce soit, à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins le cas. Et Bill Watts, quand il est arrivé, il a dit non, on est là pour faire des tapings, faire des enregistrements, on est focus sur le boulot, une fois que c'est fini, tout le monde rentre à la maison. Si les catcheurs veulent prendre rendez-vous pour discuter avec toi d'un problème, ils prennent rendez-vous. Laisser la porte ouverte, ça incite les catcheurs, même avec le plus petit problème que ce soit, à venir se plaindre. Et ça, c'est hors de question. S'ils ont un problème suffisamment sérieux, ils prennent rendez-vous. Sinon, on n'est pas là pour ça. T'es pas là pour écouter des crybaby. On est là pour faire de la télévision. On fait de la télévision. Et c'était a priori les tapings les plus rapides de l'histoire de la compagnie. Donc voilà, grand professionnel Bill Watts, qui a impressionné Vince McMahon à cette époque-là. On se dirige tout doucement vers le King of the Ring, où je pense qu'on va s'arrêter bientôt. On va faire le In-House suivant ensuite. Et ouais, voilà, on va faire 3. J'avais dit que ce serait en 2 ou 3 parties. L'année 95, ce sera finalement 3 parties. Donc, où est-ce qu'on en est? L'opener de SummerSlam, accouché contre le Kid en 9 minutes, je vous conseille, c'est un très bon match. En plus, ça dure moins de 10 minutes, c'est très digeste. Hunter Stemsley, pour son premier match en pay-per-view, va affronter Bob Holly en 7 minutes, très bien. Les Smoking Guns vont battre les Blue Brothers, voilà, 6 minutes, RAS. Barry Windham va battre Skip en 11 minutes, RAS. Bertha Faye va battre Alundra Blaze pour le championnat féminin. J'avais pas souvenir que Bertha Faye devienne championne, mais ok. RAS, hein. Lon Taker va battre Kama en 16 minutes, donc ça c'est nul. Dans un match du cercueil. Bret Hart va battre Isaac Yankem par disqualification en 16 minutes, ça c'est nul aussi. Shawn Michaels va battre Razor Ramon dans le match de l'échelle pour le titre intercontinental, revanche de WrestleMania un an et demi avant. Et Diesel va battre King Mabel en main event pour conserver le championnat du monde WWF. Donc pas un très bon SummerSlam, vous pouvez regarder l'opener et le pré-main event, le match de l'échelle. Alors, de base, ça devait être Shawn Michaels contre Sid pour le championnat intercontinental, mais au vu des faibles taux d'achat des pay-per-view depuis le début de l'année et même depuis un petit moment, Vince McMahon s'est dit il faut que j'envoie quelque chose qui donne envie aux fans d'acheter. Et quand il a regardé sa carte, il s'est dit j'ai rien de spécial sur le show. Donc, il a mis Razor Ramon avec Shawn Michaels, il a enlevé Sid et il a dit on va faire la revanche. Pour le match la revanche du match de l'échelle pour le championnat intercontinental, voilà, je vais y arriver. Et voilà, pour donner
une raison supplémentaire aux gens d'acheter plus que simplement suivre le produit, donner un espèce d'événement spécial. Mais qui va pas du tout faire son effet, parce que en 1994, un an avant, SummerSlam, c'est 300 000 achats en pay-per-view, et là, en 95, c'est seulement 205 000 achats, donc 100 000 achats de moins, quasiment, donc c'est ridicule. Dans la newsletter de Dave Meltzer, suite à l'incroyable match entre Shawn Michaels et Razor Ramon, Dave Meltzer a écrit, et je cite, il ne devrait plus y avoir aucun doute sur qui est le Pardon, je recommence. Il ne devrait plus y avoir aucun doute sur qui est le performeur star du catch américain. Tout doute devrait être effacé par la performance de Shawn Michaels à SummerSlam, volant le show pour la 3e fois en pay-per-view en 1995. Vous pouvez l'appeler le Ric Flair des années 90 ou le catcheur américain le plus talentueux de tous les temps. Vous devriez l'appeler champion WWF, petite pique à Nash. Michaels, en comparaison à Flair, est bien supérieur athlétiquement et est aussi charismatique que Flair à son apogée. Michaels a le potentiel pour le surpasser. Michaels n'est pas l'égal de Flair en interview, et l'avantage de Flair en ce qui concerne le travail dans le ring, c'est que dans sa prime, Flair était capable de catcher 300 soirs par an à un niveau de consistance que Michaels ou personne d'autre chez WWF ne peut approcher, mais je ne pense pas que dans son meilleur jour, Flair aurait pu performer comme Michaels l'a fait à SummerSlam. Donc voilà, tout est résumé dans cette petite tirade. Voilà, Shawn Michaels, le nouveau Ric Flair, je suis d'accord. Pour moi, Shawn Michaels, il est même au-dessus de Ric Flair. Shawn Michaels, c'est le meilleur catcheur américain, pour moi, de tous les temps. Tout simplement. SummerSlam qui, en plus de ne pas avoir marché parce que je ne l'ai pas dit, d'habitude c'est $50 les pay-per-view du Big Five. Et là, SummerSlam, il a été vendu à $24,95. Donc tu le vends 2 fois moins cher que l'année d'avant. Et tu en vends un tiers de moins. C'est ridicule. Pour l'anecdote, Tatanka, après SummerSlam, va être suspendu pendant 6 mois pour éviter la mauvaise presse. Parce qu'après SummerSlam, il va y avoir l'annonce de la prochaine ville qui va accueillir WrestleMania 12 qui est annoncé en Californie à Anaheim. Et un an avant, 3 jours après SummerSlam 1994, les catcheurs étaient dans un bar pour boire un verre en hommage à la maman de Kevin Nash qui est décédée à cette période-là. Et donc, suite à la soirée, les boys sont repartis. Tatanka et Tom Pritchard sont partis avec une fille qui était dans le bar a priori. Et cette fille, a priori, n'a rien dit pendant un an. Mais après SummerSlam 95, une fois l'annonce du prochain WrestleMania annoncé en Californie, selon elle, l'annonce a ravivé des souvenirs et elle a décidé de déposer plainte contre Tatanka et Tom Pritchard. Et ça explique la suspension de Tatanka pour 6 mois, c'est connu. Tom Pritchard, je ne sais pas combien de temps il a été suspendu. Donc voilà. Suite à SummerSlam, le premier Nitro arrive. Donc voilà, j'ai la carte. Le premier Nitro qui fait un rating de 2.5. C'est à peu près ce que faisait WWF à l'époque. Sur la carte du Nitro, Steve McMichael fait ses débuts. Voilà. Steve McMichael, bien connu parce qu'il était chez WWF en début d'année. Il a participé en tant que commentateur lors d'un show. Il a aussi accompagné Lawrence Taylor à WrestleMania. Le match légendaire entre Jushin Thunder Liger et Brian Pillman en opener de Nitro. Ric Flair contre Sting, qui contrairement à la légende populaire n'est pas le main event du premier Nitro. Le retour de Lex Luger chez WCW, qui n'a pas lieu le lendemain de SummerSlam. Parce qu'on dit souvent, Luger arrive chez Nitro, la veille il était à SummerSlam. Non, la veille il était dans un house show. Parce que SummerSlam c'est pas en septembre. Nitro c'est en septembre. Voilà. Scott Norton contre Sabu, donc mine de rien pour amener des yeux et intéresser les gens. Scott Norton, grosse star au Japon déjà. Un peu moins aux États-Unis. Scott Norton, j'ai jamais trouvé que ça prenait beaucoup aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est le ressenti que j'ai. Même si pas encore une très grosse exposition au Japon, ça prend plus au Japon, j'ai l'impression.
Sabu, du jamais vu, donc forcément ça intrigue, hein, Sabu. IRS arrive, ancien WWF, et Hulk Hogan en main event. Donc voilà, petite particularité de Nitro, on annonce que la concurrence existe. Ce qui ne... Excusez-moi, je regarde un peu le temps. Ce qui n'arrivait pas dans les autres produits télé, on n'annonçait pas que d'autres compagnies existaient. Ça se savait, mais on n'en faisait pas l'éloge, entre guillemets. Et je crois que c'est sur le premier Nitro où Bischoff annonce que avant un départ pub, je crois, si vous avez l'intention de... C'est un truc du genre, si vous avez l'intention d'aller... de changer de chaîne pour aller voir la concurrence, sachez juste que Shawn Michaels, je crois qu'il dit que c'est Shawn Michaels, euh, je crois qu'il dit son nom, va gagner en main event contre je sais plus qui, non, va gagner son match avec un coup de pied. Mais c'est un match qui a 2 semaines, c'est enregistré, c'est vieux, restez ici, c'est en live, des trucs comme ça. Et voilà, gros boom, hein, WCW pour ses débuts. Là, je vous affiche les audiences sur le premier mois de WCW en septembre. Donc le premier Nitro va faire 2.5. Raw ne sera pas là parce que ils ont toujours un truc en septembre où ils sont pas là. Un show en septembre où ils sont pas là. Une semaine en septembre où ils sont pas là. Raw va gagner les deux face-à-face suivants. 2.5 contre 2.4 et 2.7 contre 1.9. Mais au bout du troisième face-à-face, déjà, Nitro va battre Raw, qui est installé depuis 2 ans et demi à la télévision. 2.7 contre 1.9. Et là, c'est l'incompréhension, hein, dans le business. Tout WCW, tout WWF. Je pense que même les fans, les gens qui travaillent à la télévision, Melzer, je pense qu'ils sont tous sur le cul de ce résultat incompréhensible, quoi. Enfin, incompréhensible, inattendu. Inattendu. Voilà. Ensuite, on enchaîne. On n'enchaîne pas. Ça fait déjà 40 minutes. Non. Allez, je m'arrête là. Et ensuite, on fera une troisième partie avec tout le reste de l'année. Donc, on a fait l'après-WrestleMania jusqu'à SummerSlam. Donc voilà. Comme pour la première vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Est-ce que vous avez aimé sur cette année? Est-ce que vous n'avez pas aimé cette année? Est-ce que vous avez aimé de la vidéo? Est-ce que vous n'avez pas aimé aussi? Faites-moi le plus de retours possible. Aidez-moi pour le référencement, s'il vous plaît. Et puis voilà, merci. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Ciao tout le monde.